détecté. Et donc, tous ces détracteurs lui disent non, mais l'effet Biffle-Brown, c'est parce qu'il y a de l'air. Et donc, bah, ils ont en partie raison. Il y a effectivement des choses qui sont dues à la présence d'air dans les montages qu'il a fait dans les années après 50, 60, et qui l'ont décrédibilisé, alors que ses premiers montages mettaient vraiment en œuvre quelque chose qui, ben, on va voir, qui est les prémices de l'antigravité. Voilà, donc ça c'est donc une bonne partie du livre Secrets of Anti-Gravity Propulsion de Paul Laviolette est consacré aux travaux de Thomas Thomson Brown, mais à un moment, Paul Laviolette dit mais Tesla avait découvert l'antigravité. Donc c'est ça qui m'a mis, c'est ce que dit Paul Laviolette dans ce livre qui m'a mis sur la piste de Tesla. C'est vraiment là le début de mon intérêt finalement pour Tesla, parce qu'avant, bon, bah, Tesla, j'étais pas franchement spécialiste. Et D'accord. donc après, bah, tu vas dire, ok, bah, il affirme ça, mais il dit juste ça. Que nous dit Paul Laviolette? Si, il nous dit quand même il nous dit deux choses. Il nous dit que Tesla avait découvert l'antigravité et il nous dit aussi que quand Tesla faisait ses expériences avec ses éclairs, il fait avec des éclairs gigantesques, quand il se mettait derrière les points d'impact des éclairs, Tesla ressentait une force de poussée sur son visage ou sur son corps. Donc, le fait d'être dans la direction protégée derrière le point d'impact des éclairs, euh, il y avait une force, il y avait quelque chose qui se propageait au-delà du point d'impact. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et c'est Mais ça. Et donc, ouais. question bête, est-ce qu'on peut pas imaginer que c'est un déplacement d'air de masse? Donc, bon, alors, ce qu'a fait Tesla, c'est qu'il mettait des écrans, il a mis des écrans, que ce soit des conducteurs, des isolants, ça traverse les murs. Donc, bon, c'est pas que de l'air, quoi. Parce que D'accord. il avait beau mettre des écrans, il a essayé tout type d'écran, je te dis, conducteurs, isolants, et bon. Et Et il ressentait la toujours cet force, effet? voilà, la force traversait tout. Et même, D'accord. il y a en électromagnétisme, il y a ce qu'on appelle les cages de Faraday. Bon, tu vas mettre une grille. Bon, l'électromagnétisme ne traverse pas les grilles, quoi. Bon. Mais là, ça traverse tout. Donc ça a été le début finalement des intérêts de Tesla pour, ok, c'est quoi cette force mystérieuse? Mais donc là après, donc après tu vas chercher sur Internet ou je vais chercher sur Internet. Bon bah ok, Paul Laviolette dit ça, mais est-ce qu'on a des preuves ou qu'est-ce qu'on en sait que Tesla avait découvert l'antigravité? Et là, bah, tu trouves franchement rien. Donc j'ai cherché pendant plusieurs mois. Bon, qu'est-ce qu'on a comme document qui nous laisserait penser que Tesla a découvert l'antigravité? Alors Tesla, il a quand même fait, euh, il a 112 brevets qui ont été publiés en américain, donc aux États-Unis. Après, il est crédité d'à peu près 300 brevets parce il faisait traduire ses brevets. Il était déposé dans toute l'Europe et sous différentes langues, parce que Tesla parlait 8 langues au moins. Bon. Et donc, à l'arrivée, on compte 300 brevets, mais des brevets vraiment originaux, il y en a 112. Ce qui est déjà un bon Et début. ce qui est déjà, oui, bon. Et après, il a d'autres inventions qu'il n'a pas brevetées aussi, parce qu'il bon, il brevetait pas tout, surtout vers la fin, en fait. Vers la fin, il brevetait pas tout. Mais c'est pour ça qu'on dit il a 700 inventions, mais des inventions brevetées aux États-Unis, il y en a 112. Et donc moi, j'ai lu les 112 brevets, où je les ai à peu près tous regardés pour chercher là-dedans, bon, est-ce qu'on Qu'est-ce qui trouve pouvait quelque être lié chose? à l'antigravitation? Voilà, À voilà. l'antigravité.
Mais bon, Tesla, il décrit dans ses brevets, c'est décrit de manière très factuelle, et il va pas te dire, j'ai trouvé l'antigravité. Donc non, tu trouves rien dans les brevets de Tesla qui laissent penser qu'il a découvert de l'antigravité. Donc et après, bon, il y a beaucoup d'articles aussi. Il y avait à l'époque, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, il y avait beaucoup d'articles qui sortaient sur Tesla. C'était le génie. Tesla, c'était le génie de l'époque. Et bon, donc il faut chercher dans tous ces documents. Et j'ai fini quand même par trouver un document. Donc c'est le slide suivant. Donc ça, c'est un document c'est donc dans un article de journal, le New York Herald, qui est sorti le 15 octobre 1911. Donc le 15 octobre 1911, Tesla en fait présente un nouveau brevet ou un nouveau dispositif qui s'appelle alors c'est pas les bobines de Tesla, c'est les turbines de Tesla. Là, les turbines de Tesla, bon, il invente une turbine qui n'a pas de valve et qui est ultra performante. Mais l'article, en fait, continue en partant des turbines. Ensuite, il dit, donc ça c'est le slide suivant, donc parce que c'est un article qui est relativement long. Donc il y a une petite Et traduction. voilà, j'ai encadré en jaune les parties qui m'intéressent le plus et là que j'ai traduit en français. Donc ce sur quoi je travaillais il y a 20 ans, donc l'article date de 1911, ça veut dire que là, il parle de ce qu'il faisait en 1891. Ce sur quoi je travaillais il y a 20 ans était la transmission sans fil de puissance électrique. Mon idée était une machine volante propulsée par un moteur électrique avec la puissance fournie par des stations au sol. Donc là, en gros, 20 ans avant Blériot quand même, parce que là, Blériot, c'est 1909, et Tesla voulait faire une machine volante en 1891. Ouais. Voilà, donc je ne l'ai pas encore accompli, mais je suis confiant que je le ferai. La machine du futur sera plus lourde que l'air, mais ne sera pas un aéroplane. Ma machine volante n'aura ni aile ni propulseur. Vous pourriez la voir au sol et ne pourriez pas deviner que c'est une machine volante. Elle sera capable de voler dans chaque direction avec une sécurité parfaite, des vitesses jamais atteintes, indépendamment de la météo et des trous d'air ou des courants descendants. Parce que les courants descendants, ça c'était la bête noire des avions de l'époque, que ça volait comme ça pouvait. Elle peut rester absolument stationnaire dans l'air, même dans le vent. Donc là, tu te dis, ah ouais, là, il a trouvé quelque chose. Bah, on a l'impression qu'il parle d'un ovni quand il parle de la machine Eh bah oui, qu'il veut concevoir. ben oui, tout à fait, exactement. Donc là, tu dis, ah oui, donc là, tu comprends qu'il a trouvé quelque chose, mais après, c'est qu'est-ce qu'il a trouvé vraiment, quoi. Donc ça a été, parce que, Et est-ce qu'il l'a réalisé? Enfin, oui, tout à sans parler fait. de Oui, parce que réaliser là, un il disait, prototype, mais est-ce voilà. Là, il l'avait pas réalisé et il avoue dans cet article que, donc c'est basé sur de l'électricité, mais son idée, donc ça va être son idée fixe, en fait, pendant très longtemps, ça nécessite tellement d'électricité qu'il dit les générateurs, il peut pas les embarquer à l'intérieur. Euh, Ce sur quoi je travaillais il y a 20 ans était la transmission sans fil de puissance électrique. Mon idée est une machine volante propulsée par un moteur électrique avec la puissance fournie par des stations au sol. Ça consomme tellement d'énergie, il a besoin de tellement d'électricité qu'il ne peut pas embarquer un générateur électrique à l'intérieur. Et c'est pour ça que tous ses travaux étaient comment transférer de l'électricité vers ses soucoupes, vers son engin volant. Ça, c'était son idée fixe. D'accord? Donc il y avait deux idées l'une dans l'autre. C'est je veux faire une machine volante avec un dispositif électrique que personne ne comprend. Et il faut tellement d'électricité qu'il faut en plus le moyen d'envoyer cette électricité sans fil. ce qui n'est pas Voilà. sans contrainte technique? Voilà. Donc exact. C'est ce que laisse comprendre cet article de Tesla. Et qui est donc qui sort 2 ans après la traversée de la Manche par Blériot. Donc tu te dis, on n'est pas sur les mêmes technos, quoi. Hein. On a l'impression que oui, ces deux époques, c'est comparé, je sais pas, l'âge de pierre et l'âge de fer. Bah, ouais, ouais. Bon. Alors, avant de montrer
ou de passer à la physique de Tesla, on va déjà faire un petit point sur finalement l'état de la physique actuelle, même de la physique du 21e siècle, d'accord? Et on croit, on pense ou on dit les physiciens ils sont super bons et donc presque tout est résolu, tout est clair. Bon, on va voir que en fait rien n'est clair et qu'il y a plein de choses qui ne tiennent pas vraiment la route. Donc, déjà, tu peux passer au slide suivant. Donc, là où j'explique, il y a en fait la physique, tu as 3 branches. Il y a 3 branches principales dans la physique. L'image à gauche symbolise la relativité générale, avec la Terre, la Lune, et puis la Terre est au-dessus de cet espace courbe. D'accord? C'est bon pour toi? Ah, moi, je suis. Oui. suis. D'accord. Donc ça, c'est le premier domaine de la physique, donc la relativité générale et la cosmologie. Et donc, tu as deux autres domaines de la physique, mais qui sont totalement disjoints. Donc, le premier domaine, ça va être tout l'électromagnétisme, que je symbolisais là avec des aimants et une pile. Bon. Donc ça, pareil, c'est tout un autre volet de la physique, mais les deux, il n'y a aucun lien entre l'électromagnétisme et la relativité générale. Pareil, le troisième domaine... Si je résume avant que tu poursuives sur le troisième domaine, les lois qui s'appliquent à la première physique dont tu parles, celle qui suit les travaux d'Einstein, ne rentrent pas en concordance ou n'ont absolument rien à voir avec les lois qui s'appliquent à la physique de l'électromagnétisme? Voilà. Tout à fait. C'est totalement disjoint. Il n'y a aucun rapport. Aucun rapport et personne ne comprend le lien, comment passer de l'un à l'autre. C'est le grand mystère de la physique. D'accord. Et pareil, donc le troisième domaine, c'est la physique quantique, donc la physique de l'infiniment petit. Et là, c'est pareil. C'est encore, c'est d'autres lois. Donc, c'est là que tu as 3 îlots de sciences, mais c'est totalement disjoint. Et c'est tout le problème de la physique actuellement, c'est de se dire, mais normalement, la physique, il n'y en a qu'une seule, et je dois tout expliquer en partant des mêmes choses. D'accord? Et je pensais pas que c'était à ce point-là explosé. Je savais qu'il y avait entre la physique, on va dire classique, celle qui se base sur la relativité générale d'Einstein, et la physique quantique, je savais qu'on était dans deux mondes qui se regardaient sans trop se comprendre. Mais sur l'électromagnétisme, je ne savais pas que les lois de la physique qui s'appliquaient à cette branche-là n'étaient pas compatibles avec avec le reste de la branche principale. C'est le gros problème des physiciens, c'est on a des lois qui sont chacune dans leur domaine, mais c'est la fameuse théorie de l'unification que tout le monde cherche, parce qu'il n'y a pas un socle commun qui permet de comprendre comment tu passes de ce socle commun à la relativité générale, ou à l'électromagnétisme, ou à la physique quantique. Aujourd'hui, on ne comprend pas. D'accord. C'est mystère. Voilà. Mais il y a même, on va voir, il y a même des grosses incohérences. Donc c'est tout ce que cherchent finalement les physiciens. Ils cherchent à comprendre et donc et ils tournent en rond. Il n'y a aucune théorie qui tient la route pour essayer de relier tout ça. C'est la grosse inconnue. Et donc maintenant on va passer au alors oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que la théorie de l'électromagnétisme, j'y reviendrai un peu plus tard, elle a été connue à partir des années 1860-70 avec un Anglais qui s'appelle Maxwell. Moi aussi, je viens à la photo d'après, de toute façon. Donc si tu peux passer à la photo